TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h de ce lundi. Au sommaire, l'adhésion du Togo au Commonwealth, un événement historique pour le pays. L'annonce a été faite à l'issue du sommet de Kigali. Quel intérêt alors pour le Togo? Éclairage dans un instant. Le Togo a célébré ce 26 juin la journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues, l'occasion une fois encore d'attirer l'attention des populations sur les dangers liés à ce phénomène. Le message du ministre de la Sécurité et de la Protection civile à suivre dans ce journal. Et puis, la première édition de Django Rally a connu son apothéose ce samedi. Cette parade sportive, touristique et culturelle a tenu toutes ses promesses. On va y revenir en fin d'édition. Voilà pour les titres. Le Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Faure Essozinna Gnassingbé s'est tenu ce matin à Lomé. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi d'orientation du secteur des transports au Togo pour mieux l'organiser. Sont également examinés plusieurs textes réglementaires dont le décret relatif à la création du Conseil national de gestion des accords commerciaux dans le pays. Le compte-rendu avec le ministre secrétaire général du gouvernement, Kankan Malik Nachaba. Communiqué du Conseil des ministres du 27 juin 2022. Le Conseil des ministres s'est réuni ce lundi 27 juin 2022 sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozinna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, un projet de décret et écouté 3 communications. Au titre de l'avant-projet de loi, le Conseil a examiné et adopté l'avant-projet de loi relatif à l'orientation des transports. Le secteur des transports fait face à de nombreux défis, en particulier la nécessité d'améliorer la professionnalisation du secteur afin de permettre à notre pays de renforcer sa position de hub logistique et de service conformément aux ambitions de la feuille de route gouvernementale. Le projet de loi d'orientation des transports vise à définir les principes généraux régissant les différents modes de transport au Togo, notamment routier, ferroviaire, aérien, maritime, fluvial, lagunaire et lacustre. Son adoption permettra de disposer d'un cadre juridique d'orientation dans lequel tout projet, tout programme dans ce secteur devra s'inscrire afin de satisfaire des besoins des usagers dans les conditions de sûreté et de mobilité optimales. Au titre du projet de décret, le Conseil a examiné et adopté un projet de décret portant création, attribution, composition et fonctionnement du Conseil national de gestion des accords commerciaux au Togo. Le présent projet de décret crée le Conseil national de gestion des accords commerciaux, qui est la structure chargée d'assurer la coordination et le suivi-évaluation de la mise en œuvre des accords commerciaux auxquels le Togo fait partie. Son adoption permettra d'assurer une participation significative des structures impliquées afin de parvenir à la mise en œuvre efficace des accords commerciaux signés par le Togo. Ainsi, notre pays pourra profiter pleinement de toutes les opportunités qu'offrent les accords et leurs protocoles. Au titre des communications, le Conseil a écouté une communication sur le document de programmation budgétaire économique pluriannuel présenté par le ministre de l'Économie et des Finances. Ce document permet d'assurer une meilleure allocation des ressources mobilisables en cohérence avec les orientations stratégiques des politiques publiques et des priorités du gouvernement sur la période 2023-2025. Il s'articule autour de 3 points principaux,
notamment l'évolution économique récente, les perspectives économiques 2023-2025 et les priorités nationales et sectorielles. L'activité économique nationale a connu un rebond en 2021, tiré par une conjoncture économique internationale plus favorable et les mesures de soutien à l'économie prises par le gouvernement, se traduisant par un taux de croissance du PIB réel établi à 5,5% en 2021 contre 1,8% en 2020. En perspective, le gouvernement envisage la poursuite des réformes pour l'amélioration du climat des affaires en vue de favoriser l'entrée des investissements directs étrangers dans le pays, le renforcement des mécanismes d'inclusion pour une prospérité partagée entre tous les Togolais, ainsi que des actions de lutte contre l'insécurité. Le Conseil a approuvé le document et instruit pour sa présentation devant la représentation nationale conformément à la réglementation en vigueur. Le Conseil a ensuite écouté une dernière communication relative à la mise en place d'une structure d'accompagnement et d'appui aux très petites et moyennes entreprises, présentée par le ministre chargé de l'inclusion financière et de l'organisation du secteur informel. Afin de rendre plus efficaces les mesures d'aide et de soutien en faveur des TPME, notre pays a inscrit au titre des priorités de l'action gouvernementale l'amélioration des mécanismes d'accompagnement et d'appui aux TPME, qui représentent à elles seules 80% du tissu économique national, à travers une réforme inscrite à la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Afin d'avoir un meilleur impact opérationnel de la dite réforme et dans le souci d'avoir une synergie d'action, il s'avère nécessaire de mettre en place un dispositif intégrateur et fédérateur de tous les mécanismes et instruments existants et à venir visant l'accompagnement des TPME. Au titre des divers, Madame le Premier ministre a adressé les admirations du gouvernement au chef de l'État, Son Excellence M. Faure Essozinna Gnassingbé, pour l'adhésion de notre pays au Commonwealth. Elle a salué le leadership du chef de l'État qui, selon elle, permet un rayonnement du Togo. Elle a invité tous les membres du gouvernement à prendre les dispositions afin de saisir toutes les opportunités offertes par cette adhésion historique. Le Conseil a ensuite écouté un compte-rendu relatif au lancement de la nouvelle version de la plateforme servicepublic.gouv.tg. Avec cette nouvelle version, 4 processus sont dématérialisés. Le permis de construire, la demande de passeport, la demande de raccordement à l'électricité, la demande de carte de séjour. Le Conseil a salué ces réformes qui visent à rapprocher les administrations des usagers et qui s'inscrivent dans la stratégie Togo Digital 2025. Fait à Lomé le 27 juin 2022, le Conseil des ministres. Une conférence de presse a été animée à la suite de ce Conseil des ministres. Entre autres sujets, l'adhésion du Togo au Commonwealth. Nous vous en proposons un extrait. L'adhésion du Togo au Commonwealth est le fruit d'un processus. Son aboutissement est la marque d'une diplomatie agissante, efficace et concrète sous le leadership du chef de l'État, son Excellence Faure Essozinna Gnassingbé, qui a su saisir cette opportunité de voir notre pays diversifier ses partenariats et aussi d'offrir cette ouverture importante à notre pays. Et nous devons comprendre que le fait de diversifier nos partenariats n'est pas en rapport direct avec les différents partenariats que nous avions historiquement. L'objectif que nous avons dans notre marche vers le progrès, c'est d'échanger, et comme le chef de l'État lui-même a eu à le dire dans son commentaire suite à l'adhésion, d'accélérer le brassage des peuples, de nous ouvrir à différentes cultures pour pouvoir justement avoir des opportunités d'aller vers de nouveaux horizons. Et ces nouveaux horizons-là ne peuvent que nous enrichir. Et je pense que nous devons tous nous dire que
c'est une opportunité nouvelle qui se rajoute aux opportunités que nous avions. Cela ne signifie pas un abandon des opportunités qui existaient, mais c'est une opportunité nouvelle avec des possibilités de partenariat et aussi des possibilités d'avoir encore plus de choix. Parce que plus nous avons le choix et plus notre pays en tirera profit pour le bien-être des populations togolaises. Et vous suivrez l'intégralité de cette conférence de presse en fin d'édition. 2 nouveaux ambassadeurs sont accrédités au Togo, le japonais Katsuya Ikatai et la britannique Harriet Clark Thompson. Ils ont présenté leur lettre de créance au chef de l'État-fort Eswazini Nyasimbe ce matin. Tous ont promis de développer la coopération avec le Togo dans plusieurs domaines économiques notamment. Ramdam Del Passina. Les relations de coopération entre le Togo et le Japon datent des débuts de l'indépendance du Togo. Et depuis, ces relations vont grandissantes. Son Excellence Katsuya Ikatai, nouvel ambassadeur accrédité au Togo, vient consolider les acquis de cette coopération entre les 2 pays. « 1963, premier accord entre le Japon et le Togo. Les relations économiques et commerciales se renforcent aussi dans la foulée. En présentant ses lettres de créance au chef de l'État-fort Eswazini Nyasimbe, la symbolique de l'excellence des relations se confirme. Je suis très honoré et très heureux de devenir aujourd'hui l'ambassadeur japonais en pleine qualité auprès de Togo, qui est un des pays leaders africains qui s'engage activement dans le développement économique et social du pays et également dans la paix et la stabilité de la sous-région. Nous allons continuer à accompagner les efforts du gouvernement togolais et pour le développement économique et social, surtout accompagner le plan national de développement. Et je serai très heureux de contribuer davantage en ma qualité d'ambassadeur japonais et pour poursuivre ma mission en tant qu'ambassadeur japonais. L'on doit au Japon plusieurs cadres de coopération, formation, stages figurent en bonne place. Les projets Kennedy Round, par exemple, permettent au Togo d'acquérir des milliers de tonnes de riz régulièrement. Le diplomate est âgé de 57 ans. Il fut directeur de la sécurité des Japonais de l'extérieur, directeur de la licence commerciale, directeur général adjoint du département du développement et de la promotion de l'emploi, entre autres. Sa résidence est à Abidjan. C'est parce que Lomé et Londres entretiennent de très bonnes relations que le Togo a adhéré au Commonwealth récemment. L'accréditation de son Excellence Harriet Clark Thompson est un signal fort d'un nouveau départ entre les 2 pays. Multicasquette, diplômée de grandes écoles, Harriet Clark Thompson a une idée précise de la mission qui l'attend au Togo. Et les perspectives pour le pays sont ambitieuses. Organiser des missions économiques en Grande-Bretagne pour présenter les potentialités d'investissement au Togo aux hommes d'affaires et partenaires britanniques. C'est vraiment un honneur de servir en tant qu'ambassadrice du Royaume-Uni au Togo. C'est un pays magnifique et j'ai hâte de découvrir le pays, de le connaître mieux que maintenant. Je suis ici avec mon attaché de défense, puisqu'il y a beaucoup d'opportunités pour la collaboration en tant que la sécurité, mais aussi autant du commerce et des affaires. Donc je suis ici aussi avec mes collègues de UKEF, notre agence de crédit d'export, pour explorer les opportunités dans l'infrastructure, la santé, etc. Donc beaucoup de choses à faire ensemble. C'est vraiment quelque chose de très bien. Il faut féliciter le Togo
pour son entrée dans le Commonwealth. L'importance des valeurs du Commonwealth est peut-être plus évidente que jamais, puisque ces valeurs sont menacées dans quelques régions du monde. Donc, d'avoir le Togo comme membre aussi, membre agent du Commonwealth, est vraiment quelque chose d'important qu'il faut féliciter. La diplomate a pour résidence Accra. Le Togo, membre du Commonwealth depuis vendredi, illustration de la vision des plus hautes autorités du pays à s'ouvrir à de nouveaux horizons, la mise en œuvre de différents programmes de développement en faveur d'un Togo émergent l'exige. Qu'est-ce qui a motivé cette adhésion du Togo? Quel intérêt pour le pays? Éclairage Ulrich Amega. 72 heures déjà que le Togo a adhéré au Commonwealth, la plus grande organisation anglophone qui existe. Une volonté des plus hautes autorités togolaises pour répondre à certaines préoccupations. La forte représentativité des fonctionnaires togolais à l'international, la fluidité commerciale dans les pays anglophones, la réduction du chômage. L'adhésion du pays au Commonwealth sonne comme une réponse à la mise en œuvre de grandes ambitions. Permettez que je salue le leadership du chef de l'État qui a bien voulu que le Togo adhère au Commonwealth. L'adhésion du Togo au Commonwealth est motivée par sa volonté d'agrandir son réseau diplomatique, politique et économique en rejoignant les 54 États que composait le Commonwealth et aussi de multiplier des partenariats stratégiques ainsi que le souhait de se rapprocher du monde anglophone. Éducation, santé, agriculture, culture et droits de l'homme. Le Togo mise beaucoup sur cette adhésion en espérant d'importantes retombées économiques, notamment avec des accords commerciaux au profit des entrepreneurs. Dans ce contexte du Brexit, le Togo pourra reconfigurer ses relations avec la couronne britannique et en dehors de l'Union européenne, entrer dans la sphère d'influence et de coopération. Le Togo bénéficiera d'un vaste marché de plus de 2,5 milliards de consommateurs pour ses exportations. Le Togo pourra bénéficier de certains appuis financiers, du Fonds de coopération technique du Commonwealth. L'adhésion du Togo sera l'occasion d'un brassage culturel nouveau pour les Togolais. Aussi, aurait-il un éventail de possibilités nouvelles de voyage, de facilité pour l'obtention des visas, le travail et la formation professionnelle, etc. Le Togo peut donc capitaliser sur le succès diplomatique d'une adhésion au Commonwealth dans la mise en œuvre des différents projets et programmes de développement. À la primature, ce matin, s'est tenue une rencontre avec une délégation de UK Export Finance, une agence britannique. Réunion présidée par le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe. Les échanges ont essentiellement porté sur des projets en perspective, entre autres la construction d'un barrage permettant l'irrigation. Il a été aussi question de création d'emplois dans le secteur agricole. Yasmine Kochia. Environ $1 milliard américains sera mis à la disposition du gouvernement togolais par l'agence britannique UK Export Finance. C'est ce qui ressort de la séance de travail avec le partenaire anglais. Une rencontre présidée par Madame le Premier ministre Victoire Tomega Dogbe et à l'issue de laquelle le partenaire UK Export Finance a précisé ses domaines d'intervention. Ce matin, nous avons échangé avec les membres du gouvernement sur la construction d'un nouveau barrage qui produira de l'énergie hydroélectrique et permettra l'irrigation agricole. De plus, nous avons discuté de la création de centres agricoles de mécanisation. Tout ceci dans le but de créer plus d'emplois, d'offrir des biens et des services à une grande frange de la population togolaise. Ceci aura un impact sur les aspects sociaux et du développement dans plusieurs zones rurales. Nous sommes déjà au Togo. Nous avons déjà financé un nouveau projet routier. Je dois dire que pour le Togo, notre capacité financière pourrait atteindre environ $1 milliard américains et nous sommes prêts à mettre ce financement à disposition afin de permettre au gouvernement
de réaliser ces objectifs dans les secteurs de l'agriculture, de l'électricité et de la création d'emplois. Ce partenariat entre UCA, Export Finance et le gouvernement togolais intervient au lendemain de l'adhésion du Togo au Commonwealth. Et les grandes décisions accouchées de cette rencontre viendront en appui à la réalisation des objectifs de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Tout autre sujet, les imams appelés à accompagner le gouvernement dans la lutte contre l'extrémisme violent. La Ligue des oulémas du Togo s'est réunie à Sokodé dans cette optique. Une entrevue sur les valeurs de paix. La vraie parole d'Allah a véhiculé dans les mosquées afin de renforcer la cohésion sociale et de promouvoir le développement. Désiré Aloy. Ils ont choisi d'apporter davantage leur contribution à la consolidation de la paix. Les oulémas du Togo renforcent leur capacité pour de plus en plus cadrer leur prêche. Message d'Allah à véhiculer allant dans le sens de la clôture de la paix, la cohésion sociale et le développement. Face aux menaces djihadistes, les fidèles de Mahomet, bref, les populations doivent être vigilantes. La parole sainte d'Allah doit recadrer les uns et les autres pour ensemble jouer le rôle de défenseurs des valeurs de paix, le vrai sens de l'islam. Pour nous, vous savez que les oulémas, ce sont les savants de l'islam. Donc ce sont eux les imams, ce sont eux ceux qui prêchent. Donc, c'est leur devoir de les sensibiliser et d'aller prêcher aux musulmans qui ne savent pas, qui ne connaissent pas. Donc, c'est ça notre objectif. Et c'est leur devoir d'aider le gouvernement. Et parce que la paix, ce n'est pas pour le gouvernement, c'est pour nous tous. Ils viennent de tout le pays pour une sensibilisation en somme des oulémas, imams et alphas du Togo, afin qu'ils soient de véritables acteurs de paix par leur prêche dans les mosquées et autres lieux publics. Nous, à Mango, nous sommes proches du lieu dont il y a des désordres. Donc, on doit multiplier la sensibilisation envers les gens dans la mosquée pour que les gens doivent comprendre que vraiment la paix est la meilleure solution de notre génération et notre vie à l'heure actuelle. Dans ma mosquée à Lomé, à Noukafou, nous allons sensibiliser nos fidèles à cultiver la paix partout, qu'Allah nous protège notre cher Togo. La paix est synonyme de stabilité, fondement de toute action de développement. L'islam s'invite pour jouer son rôle, celui d'œuvrer au renforcement de ces paramètres pour un Togo uni, engagé sur la voie de son développement global. En bref, à l'étranger, au Bénin, le commissariat de Dassari, dans le nord du pays, attaqué par un groupe armé. 2 policiers ont été tués et un autre est grièvement blessé. Des assaillants ont été aussi tués lors d'échanges de tirs. Le cercueil de Patrice Lumumba exposé sur le lieu de son meurtre, deuil national, hommage officiel et populaire suivi d'inhumation. Le cercueil de Patrice Lumumba est attendu ce lundi à Kinshasa, dernière étape du pèlerinage mémoriel qui a retracé la vie du héros de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le cercueil d'émérite Patrice Lumumba est arrivé dimanche dans le Haut-Katanga, théâtre de son exécution. À l'intérieur, une dent, l'unique relique disponible conservée par l'un de ses meurtriers en guise de trophée, le corps de l'ex-premier ministre ayant été dissous dans l'acide pour effacer toute trace de son existence. Pourtant, le souvenir d'émérite Patrice Lumumba reste intact. Lumumba, pour moi, c'est un maître en pensée. C'est quelqu'un qui a apporté l'éveil politique au Congo, pas seulement pour lutter pour l'indépendance, mais aussi pour la suite. C'est-à-dire, il avait une vision de faire le Congo un pays uni, un pays fort. De l'émotion pour ce retour de la dépouille sur ce lieu des crimes donc. C'est ici que la vie du Premier ministre avait été abrégée en janvier 1961. Tout le temps que nous étions en route, j'avais des larmes aux yeux, j'étais en train de pleurer. C'est le lieu où on a décidé de l'achever. Et de l'achever parce qu'il avait ses idées, mais il n'était pas achevé. Ces gens-là se sont trompés. Ce qu'on peut retenir de Lumumba,
c'est que Lumumba était l'héros aujourd'hui. Il est le héros national et puis il nous a enseigné l'unité et puis la cohésion pacifique. La dépouille d'Emery Patrice Lumumba sera inhumée le 30 juin à Kinshasa lors de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Congo. En bref, au Cameroun, plus de 30 villageois tués dans des conflits ethniques, dont des femmes et des enfants. Le crime a été commis dans l'ouest du pays. Certains ont même été brûlés ou décapités dans cette attaque. En Afrique du Sud, 21 adolescents meurent après une soirée dans un nightclub. La police enquête sur les circonstances de ces décès alors qu'aucune victime ne présente de blessures apparentes. Ils sont venus voir d'eux-mêmes si leur enfant fait partie de la vingtaine de cadavres retrouvés tôt ce matin. Ce sont les policiers qui ont fait la macabre découverte dans un bar de ce township d'East London, situé à 700 km de Johannesburg. Ses parents endeuillés ont encore du mal à encaisser le coup. Nous sommes vraiment tristes. Nous ne nous attendions pas à vivre un tel drame. Notre enfant avait 17 ans et en aurait eu 18 en novembre. Nous sommes effondrés. Nous sommes au chômage et nous ne savons même pas par où commencer. Son père ici n'est vraiment pas bien. Nous sommes désemparés. Nous ne savons pas quoi faire. Les victimes, âgées de 18 à 20 ans, étaient des étudiants qui célébraient la fin de leurs examens. La police qui enquête sur les causes de ces décès n'a pas souhaité s'exprimer pour le moment. Mais sur les réseaux sociaux, certains évoquent déjà la possibilité d'une intoxication au gaz ou d'un empoisonnement collectif. Le président Cyril Ramaphosa, qui se trouve actuellement en Allemagne pour assister au sommet du G7, a présenté ses condoléances aux familles endeuillées. Les dirigeants des pays du G7 sont réunis depuis dimanche dans les montagnes du sud de l'Allemagne pour un sommet de 3 jours au chevet d'un monde en crise. Ils se sont engagés à lever 600 milliards de dollars de fonds privés et publics sur 5 ans pour financer des infrastructures dans les pays en développement et répondre aux projets portés par la Chine. Revenons au Togo avec la journée internationale contre l'abus et le trafic des drogues commémorée le 26 juin. Les populations sont sensibilisées sur les dangers liés à ce phénomène. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime met l'accent cette année sur la protection du droit à la santé des personnes vulnérables. Le message du ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour la circonstance, Clarisse Atticlay. La commémoration de la Journée internationale contre l'abus et le trafic illicite des drogues intervient cette année dans un contexte de crise marqué au plan sous-régional par le terrorisme et l'extrémisme violent. L'accent est mis cette année sur les questions transnationales et pour cause. Les populations vulnérables en mouvement sont des cibles privilégiées à enrôler dans le terrorisme, d'où la nécessité de renforcer leur résilience. Il s'agit là d'une situation assez préoccupante qui nous interpelle tous, gouvernants et décideurs au niveau central, déconcentrés, décentralisés, parents et éducateurs, organisations de la société civile, mouvements de jeunes, bref, toutes les couches sociales de notre nation. Il convient de rappeler que le lien entre la drogue et les autres formes de criminalité transnationale organisée, l'extrémisme violent et le terrorisme ne souffrent d'aucun doute. Elle est présente dans la quasi-totalité des grandes menaces auxquelles nos États font face. Elle suggère, encourage, alimente, nourrit de diverses manières d'autres formes de criminalité et contribue au large éventail de menaces complexes. Relever les défis de la drogue dans les crises sanitaires et humanitaires, c'est la préoccupation de l'heure. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime mise donc sur la protection du droit à la santé des populations vulnérables. Grâce aux efforts du gouvernement et sous la houlette du président de la République, son Excellence M. Faure Essoufou Gnassingbé, le pays s'est doté d'une stratégie nationale en matière de lutte contre la drogue qui recommande les actions de réduction de la demande des drogues avec une priorité accordée aux interventions de prévention,
auprès des couches vulnérables. Dans le cadre de cette action, des professionnels de la santé et de l'action sociale ont été formés par mon département par l'entremise du Comité national antidrogue sur les techniques probantes de dépistage, de prise en charge et de réhabilitation. C'est pourquoi je voudrais exhorter les acteurs, tous secteurs confondus, impliqués dans la prévention de l'abus de la drogue et dans la prise en charge médicale des personnes en contact avec la drogue, à intensifier leurs efforts en matière de dépistage et d'intervention précoce, en particulier dans la zone septentrionale de notre pays où les menaces sont plus ressenties. Plusieurs autres activités seront organisées au Togo en collaboration avec le Comité national antidrogue pour donc informer et sensibiliser les populations. Le Togo réaffirme ainsi son engagement à être aux côtés de la communauté internationale pour une lutte concertée contre le phénomène. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a saisi l'occasion pour inviter les parents à plus d'attention pendant ces vacances afin que les enfants ne tombent sous l'influence de la consommation de la drogue, substance nuisible à leur santé. Et c'est communiqué pour poursuivre ce journal. Les candidats de la dernière vague retenue après la visite médicale sont convoqués au Centre national d'instruction des forces armées togolaises à Kara le lundi 4 juillet 2022 à partir de 6 heures pour le début de la formation militaire. La liste de ces candidats sera publiée dans le quotidien Togo Presse et affichée dans les brigades de gendarmerie des préfectures. Les candidats se présenteront au Centre national d'instruction des forces armées togolaises en tenue de sport munis de leur carte d'identité en cours de validité et de la carte de vaccination contre la COVID-19. Tout candidat qui ne se présentera pas dans les délais prescrits sera considéré comme démissionnaire. Compte tenu du contexte pandémique actuel, le respect des mesures barrières est de rigueur. Pour toute information complémentaire, veuillez consulter le site web du ministère des Armées www.defense.gouv.tg. C'est signé Marguerite Essozamna Nyakade, ministre des Armées. Il m'a été donné de constater que certains des candidats déclarés admis aux différents concours de recrutement dans l'administration publique n'ont pas produit à ce jour toutes les pièces requises, notamment le diplôme exigé, afin de permettre la finalisation des procédures de leur nomination. Il en est ainsi particulièrement des candidats ayant bénéficié de dérogations lors du concours de recrutement de fonctionnaires enseignants pour le compte du ministère des Enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat, session du 12 décembre 2020, sous réserve de produire ultérieurement les diplômes professionnels de CEAP et de CAP et autres pièces. Au regard du retard inadmissible enregistré dans les processus de nomination et de prise en charge salariale, j'invite instamment les personnes concernées à compléter leur dossier, notamment en fournissant les diplômes et autres pièces requis au plus tard le vendredi 8 juillet 2022 à 17h00. Passé ce délai, l'administration publique décline toute responsabilité concernant la nomination et la prise en charge salariale des agents visés. Fait à Lomé le 27 juin 2022, le ministre Gilbert Bawara. Majestic relance officiellement sa plateforme digitale Miabepass. Il s'agit d'une plateforme qui est spécialisée dans la promotion d'événements et de vente en ligne des tickets. Norbert Agbedanou, Sandra Ziagbe, voix Yata Aratem. Le marché de l'événementiel en Afrique avoisinerait les 35 milliards d'euros, une véritable manne mal gérée. Avec l'avènement de la plateforme Miabepass, fini la falsification des tickets. Miabepass est une plateforme digitale qui permet de faire la promotion des événements et de vendre les tickets ou d'acheter les tickets en ligne. Beaucoup d'organisateurs se plaignent de la falsification des tickets sur les événements tels que les concerts, les salles de cinéma et tout ce qui va avec. Un organisateur d'événements qui veut promouvoir son événement, il va sur www.miabepass.com, il crée son événement et à partir de là, il peut partager le lien
pour que les gens puissent venir acheter le ticket de l'événement. Miabe Pass vient solutionner tous ces problèmes-là en mettant en place un système entièrement digitalisé qui permet non seulement à l'organisateur de l'événement de pouvoir suivre la vente de ces tickets, d'éviter la fraude. Miabepass.com prend en compte tout type d'événement, qu'il soit payant ou gratuit, une solution pour booster le showbiz togolais. Tout de suite, quand j'ai été abordé par le projet, je me suis retrouvé dedans. On est jeunes, on se bat tous ensemble. En plus, ce projet, c'est une solution pour nous les artistes aujourd'hui. Quand tu as un événement, tu traînes dans la promo et tout, tu fais des casse-têtes. Mais s'il y a déjà une telle initiative qui prend ce côté, ça te facilite l'organisation. Fini les files d'attente pour avoir accès à un événement et la malgérance dans la vente des tickets. Une solution à la pointe de la technologie pour protéger et sécuriser le client ou le promoteur. Est-ce qu'on va venir pour ça, s'il vous plaît? À propos du Covid-19, à ce jour, lundi 27 juin 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 37 361, 13 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 36 999, 15 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 87 et le nombre de décès est de 275. Chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Venons-en maintenant à l'intégralité de la conférence de presse qui a eu lieu à la suite du Conseil des ministres ce jour. Moi, c'est Yves Dessous-Leblanc. Je suis journaliste à Radio Canal FM. Alors, Monsieur le ministre, le Conseil a examiné l'avant-projet de loi relatif à l'orientation des transports. Alors, Monsieur le ministre, qu'est-ce que le gouvernement met dans cette orientation des transports, dans cette politique d'orientation des transports? J'aimerais savoir. Vous n'êtes pas sans savoir que notre pays ambitionne d'être un hub logistique et de services. Dans la partie logistique, il y a l'amélioration des services offerts par les transports. Et vous êtes témoin aussi des différents et nombreux investissements qui ont été réalisés dans ce secteur, que ce soit dans le port. On a un des meilleurs ports de la côte ouest africaine. On a un des meilleurs aéroports de la région. Et donc l'objectif, c'est d'offrir un cadre général, structurant, qui fixe les principes généraux dans lesquels l'activité de transport doit s'exercer. L'objectif, en réalité, est de faire en sorte que l'activité de transport de biens et de marchandises puisse s'exercer dans des conditions qui respectent les standards, qui permettent à ce que notre pays soit au niveau le plus optimal possible, facilitant des éléments comme l'interconnexion, passer d'un mode de transport à l'autre. On a parlé du ferroviaire, on a parlé du routier, on a parlé de l'aérien, on a parlé du maritime. Passer d'un mode de transport à l'autre, passer des modes de transport peut-être un peu plus polluants à des modes moins polluants, avoir des modes de transport qui respectent notre développement urbain et qui respectent aussi des infrastructures qui nous ont coûté beaucoup d'argent et qui permettent en fait de faire en fait que notre pays se positionne en tant que hub logistique. Donc l'orientation des transports vise en réalité à fixer le cadre dans lequel l'activité de transport de biens et de marchandises doit s'inscrire, quel que soit le transport dont nous parlons. En réalité, chaque secteur, le transport routier, le transport ferroviaire, le transport maritime, le transport aérien, aura à réglementer spécifiquement ses activités, parce que les activités sont différentes d'un secteur à l'autre. Mais cette loi d'orientation va fixer le socle général dans lequel ces réglementations spécifiques doivent s'inscrire. Monsieur le ministre, depuis des années, le secteur ferroviaire, le transport ferroviaire n'est plus opérationnel. Qu'en sera-t-il avec cette nouvelle politique d'orientation des transports? Cette politique d'orientation des transports vise à fixer un cadre standard qui va permettre aux différents secteurs de se développer. Et donc, s'agissant du secteur spécifique du transport, comme d'ailleurs des autres secteurs, quand il y a une opportunité de développer une ligne de transport, par exemple une ligne de transport ferroviaire, il faudra que des études soient faites
qu'on puisse étudier la faisabilité, qu'on puisse étudier la rentabilité d'une ligne ferroviaire. Et donc, nous espérons que le cadrage qui est ainsi posé permettra aux activités de tous les secteurs de transport, y compris celui que vous évoquez, le transport ferroviaire, de se développer. Parce qu'en fixant un cadre, en posant un cadre ordonné, un cadre structuré, ça pourra permettre que les activités se développent dans les différents secteurs de transport en s'appuyant justement sur la loi d'orientation qui vient d'être adoptée par le gouvernement. Merci. Quelle sera la participation des acteurs de ce secteur par rapport à ce projet de loi? Les acteurs ont fait partie de la concertation dans le cadre de la préparation de ce projet de loi. Mais ce qui sera encore plus évident pour ces acteurs-là, c'est quand il sera question de réglementer dans chaque secteur. C'est-à-dire que les acteurs du secteur du transport routier seront impliqués quand il s'agira de réglementer la partie transport routier. Quand il s'agira de réglementer le transport aérien, il sera nécessaire d'impliquer les acteurs, les compagnies aériennes, les agences de voyage, etc. et ainsi de suite pour les différents types de transports. L'objectif est que nous disposions d'acteurs professionnels qui connaissent leur métier et qui, en quelque sorte, garantissent aux citoyens que vous êtes, aux citoyens que nous sommes, des conditions de sécurité, des conditions de fonctionnement professionnel et qui protègent en fait le citoyen durant son temps de transport et les marchandises également. Gada Joseph, directeur du journal Économie et Développement. Monsieur le ministre, je voudrais savoir, est-ce que ce document est en lien avec le budget programme adopté antérieurement par le gouvernement ou bien c'est une nouvelle approche? Le document d'orientation qui a été adopté par le gouvernement fait partie du processus de l'ensemble des réformes sur la transparence et la gouvernance économique et financière qui ont été adoptées avec les directives de l'UEMOA et que notre pays a intégrées. Donc cela fait partie du même processus parce que selon les tests de l'UEMOA et que notre pays a adopté, un débat d'orientation budgétaire doit se tenir à l'Assemblée avant que le débat sur le budget lui-même ne se tienne. Ça veut dire que ce document, c'est le document qui fixe, si je puis dire, les grandes orientations du budget, les grandes prévisions de recettes en fonction de la situation économique, les grandes prévisions de dépenses aussi en fonction de la situation économique telle qu'on la connaît, et qui permettent en quelque sorte de discuter avec les parlementaires sur comment le gouvernement est en train d'anticiper sur la préparation du budget des prochaines années, c'est-à-dire 2023-2025. Et naturellement, ce document prend appui sur ce qui a été déjà réalisé dans le cadre du budget programme. Donc c'est une continuité et en même temps c'est un temps précis qui permet en fait au dialogue exécutif législatif de se tenir autour d'orientations générales et aussi de recueillir les observations des élus. Cela permet aux uns et aux autres de savoir dans quelle direction nous allons et aussi de voir combien il est important pour le gouvernement de décliner les priorités qui sont contenues dans la feuille de route, quelle que soit la conjoncture économique qui nous entoure. Comme le communiqué l'a dit, en partant de la conjoncture économique, il a été question de définir les principales orientations pour la période à venir et c'est dans ces orientations-là que s'inscriront les débats d'orientation budgétaire, puis probablement la discussion sur le budget qui viendra plus tard dans l'année. Merci. Monsieur le ministre, le Conseil a écouté également une communication sur les TPME. Monsieur le ministre, passons à savoir que les TPME sont confrontés aux problèmes d'accès au financement, problèmes de marché, problèmes de formation. Alors, dans ce conseil, le gouvernement voudrait quand même mettre en place une nouvelle structure d'accompagnement. Alors, est-ce que vous voulez nous dire, et à tous ces citoyens, à tous ces entrepreneurs aujourd'hui, que ce serait vraiment une approche de solution à leur création et à leur gestion? Le constat de départ, il est celui-ci. 80% du tissu économique est constitué des TPME dans notre pays. Comment faire en sorte que ces TPME, qui en réalité symbolisent l'innovation économique des Togolais, en particulier de la jeunesse et des femmes togolaises, comment faire en sorte que ces TPME-là puissent trouver les dispositifs opérationnels et efficaces pour les accompagner. Vous l'avez dit, les TPME font face à plusieurs défis.
le financement, la formation, la capacité technique et parfois les problèmes de marché. L'objectif de cette structure unique, c'est de se dire, au lieu d'avoir plusieurs guichets, plusieurs structures, une structure qui donne la garantie, une structure qui fait l'accompagnement technique, une structure qui fait la formation, etc., pourquoi pas ne pas envisager une structure qui aurait pour vocation d'intégrer ces différentes compétences et offrir une sorte de guichet unique d'accompagnement aux TPME. L'objectif, c'est cela. Et aujourd'hui, il a été question au sein du Conseil de discuter des différentes options qui sont possibles. Et pour justement répondre à la problématique que vous avez adressée, c'est-à-dire qu'il y a des problématiques qui sont diverses, il y a des TPME qui sont de tailles différentes, mais néanmoins, il faut faire en sorte que ces TPME-là, quand elles doivent adresser ces problématiques, puissent trouver en face d'elles un dispositif gouvernemental ordonné, organisé, intégré et qui leur offre la possibilité de s'adresser à un seul guichet pour avoir ces réponses. C'est l'objectif de cette réforme qui est envisagée par le gouvernement. Cette communication s'inscrit dans la même stratégie que la charte des PME. La feuille de route gouvernementale a une réforme qui est la réforme des mesures d'accompagnement et d'appui aux TPME et aux PME. Donc c'est dans le cadre de cette réforme-là que toutes ces actions ont été prises. D'abord, la mise en place d'une charte des PME qui a défini ou sinon reprécisé le type de PME que nous avons dans notre pays, la taille, en fonction de la taille, en fonction des critères, et qui aujourd'hui, c'est toujours dans le cadre de cette réforme-là qu'il est envisagé, après avoir étudié les difficultés auxquelles font face les PME, qu'il est proposé d'avoir une structure plus intégrée pour pouvoir justement accompagner les PME. Donc cela, c'est une véritable continuité pour répondre aux objectifs fixés par la feuille de route gouvernementale. René Doku du journal impartial actu.info. Dans les divers du Conseil des ministres, vous avez parlé de l'adhésion du Togo au Commonwealth. Félicitations à notre cher pays. Mais je voudrais savoir si cette adhésion du Togo est le fruit d'une déception par rapport à la francophonie. L'adhésion du Togo au Commonwealth est le fruit d'un processus. Son aboutissement est la marque d'une diplomatie agissante, efficace et concrète, sous le leadership du chef de l'État, son Excellence Faure Essozinna Gnassingbé, qui a su saisir cette opportunité de voir notre pays diversifier ses partenariats et aussi d'offrir cette ouverture importante à notre pays. Et nous devons comprendre que le fait de diversifier nos partenariats n'est pas en rapport direct avec les différents partenariats que nous avions historiquement. L'objectif que nous avons dans notre marche vers le progrès, c'est d'échanger, et comme le chef de l'État lui-même a eu à le dire dans son commentaire suite à l'adhésion, d'accélérer le brassage des peuples, de nous ouvrir à différentes cultures pour pouvoir justement avoir des opportunités d'aller vers de nouveaux horizons. Et ces nouveaux horizons-là ne peuvent que nous enrichir. Et je pense que nous devons tous nous dire que c'est une opportunité nouvelle qui se rajoute aux opportunités que nous avions. Cela ne signifie pas un abandon des opportunités qui existaient, mais c'est une opportunité nouvelle avec des possibilités de partenariat et aussi des possibilités d'avoir encore plus de choix. Parce que plus nous avons le choix et plus notre pays en tirera profit pour le bien-être des populations togolaises. J'aimerais savoir si aujourd'hui nous disposons d'une bonne connexion qui peut permettre convenablement aux populations de bénéficier de ces prestations de services publics digitalisés. Dans le cadre de la feuille de route gouvernementale, le Togo s'est doté d'une stratégie Togo Digital dont l'objectif principal est d'accélérer la digitalisation des principaux processus mis en œuvre par les services publics. Pourquoi ? Parce que pour le gouvernement, un des éléments les plus importants de la modernisation de l'État, c'est de faire en sorte que le citoyen puisse avoir accès le plus facilement possible aux services offerts par l'administration, par son administration. Et évidemment, c'est dans ce cadre que s'inscrivent les processus qui ont été digitalisés. Je peux le rappeler, la demande de permis de construire, la demande de carte de séjour, la demande de passeport, la demande de raccordement à l'électricité. L'accès à ces processus entièrement en ligne est une avancée considérable que nous pouvons saluer et dont nous pouvons nous féliciter dans le cadre de notre avancée vers plus de digitalisation et dans le rapprochement de l'administration et des citoyens. Évidemment, dans les sujets
qui concernent ces réformes dans le domaine digital, il pourrait y avoir des questions liées à la qualité ou à la vitesse de la connexion pour mener ce genre d'activité. Mais il y a un travail de fond qui est mené sur la connexion et nous voyons bien qu'il y a une amélioration de la capacité en termes de connexion. Et aujourd'hui, notre pays est à un niveau où il peut avoir des processus qui sont digitalisés. Et ce n'est pas pour rien que le Togo a eu à s'appuyer énormément sur le digital dans le cadre de la gestion de différents sujets que nous avons rencontrés, comme la gestion de la pandémie. C'est grâce au digital que nous avons réussi à mener une riposte efficace. Et donc, ça veut dire que nous en avons les capacités. Donc, j'invite les uns et les autres à pratiquer cette nouvelle plateforme servicepublic.gouv.tg pour justement s'employer à faire ces demandes en ligne. Pourquoi le gouvernement veut créer ce Conseil national de gestion des accords commerciaux? En tant que pays toujours orienté vers l'intégration économique, le Togo est partie prenante de plusieurs accords commerciaux. Certains nous sont plus familiers que d'autres, l'UEMOA, la CEDEAO, demain la ZLECAf, etc., etc. Pour la mise en œuvre de ces accords commerciaux, il faut être organisé. Il faut être organisé, il faut avoir des services qui font des analyses pour savoir là où nous avons de réels avantages et des services aussi qui nous disent exactement quelles sont les orientations que nous devons prendre pour tirer le meilleur parti. Quand on parle de la ZLECAf, le marché togolais est d'une taille qui doit nous conduire à avoir un type de réflexion différent de d'autres pays qui ont des tailles beaucoup plus importantes de marché. Donc, pour faire ces analyses, pour faire ces travaux, le gouvernement a jugé important d'avoir une structure dédiée qui va désormais être la structure de proposition, la structure d'orientation, la structure de suggestion pour justement savoir dans quelle direction il faut aller. Et l'objectif de cette structure sera, en intégrant l'ensemble des parties prenantes, c'est-à-dire les secteurs privés, évidemment, un certain nombre d'acteurs qui sont confrontés directement aux règles de marché, pour voir comment notre pays peut s'organiser au mieux pour que ces accords commerciaux soient un plus pour notre pays et ne constituent pas, au contraire, des difficultés pour nos entreprises. Donc, c'est l'objectif de la mise en place de ce Conseil national des accords commerciaux qui sera opérationnalisé dans les prochains jours, dans le cadre notamment des différents accords que nous avons à mettre en œuvre, en particulier la ZLECAf. Ainsi se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo, à suivre le panorama des sports, Claude Ama et ses invités. L'actualité revient à 22h30 avec Abidé Nyassimbe. Très belle soirée à vous. Somptueuse. Sur une distance de 240 km, les paradeurs ont ébloui le long de l'itinéraire Cotonou-Lomé. Point de chute, l'hôtel Ioka sur le boulevard du 13 janvier. Maserati, Mercedes, Jaguar, Jeep, des marques de voitures luxueuses, puissantes et rapides. Le charme était au rendez-vous. Plus d'une vingtaine de propriétaires de ces bagnoles se sont prêtés au jeu. Je suis la seule femme du parcours. J'ai profité autant que je pouvais et à un moment donné, je me sentais quand même intimidée par les hommes, mais j'ai tenu bon jusqu'à l'arrivée. Je suis là pour représenter toutes les femmes. Je les incite de ne pas laisser la conduite juste aux hommes. Je les encourage à venir et que la prochaine fois, qu'on soit plus nombreuses que ça. Dénommé Django Rally, l'événement est un cadre d'échange, de découverte et d'opportunités pour ces amoureux de l'automobile venus du Bénin, du Ghana et du Togo. Ce rallye promeut le tourisme, la cohésion sociale et l'intégration sous-régionale. Il y a eu de très nombreux véhicules. On va dire que la moitié du cortège a fait plutôt le trajet Cotonou à Néran.
et donc est retourné à Cotonou à l'issue de l'étape déjeuner d'Anera, et le reste du cortège a continué jusqu'ici à Lomé. L'objectif pour nous, c'est de réitérer une édition du Django Rally chaque année, mais sur des axes différents. Toujours dans la perspective de découvrir du pays, de découvrir de nouvelles localités et de développer le tourisme africain. À l'arrivée, 4 distinctions. Prix du meilleur tuning, prix de la voiture la plus moderne, prix de la meilleure accélération sur 400 mètres et prix du véhicule le plus élégant. Un dîner à Skybar de l'hôtel Ioka boucle ce Django Rally qui est à sa première édition. Lagos-Abidjan, c'est l'axe prévu pour la deuxième édition qui se déroulera dans le premier trimestre de 2023. Voici le nouveau bureau du conseil administratif de la Fructueuse. À sa tête, Kounigan Minontikpo. Pendant 4 ans, il présidera le conseil. À peine élu et déjà rempli d'ambition pour plus d'émergence de la coopérative. Je vais travailler avec les membres sortants, surtout le président du CA et son staff. On va travailler ensemble pour que la microfinance aille de l'avant. On fera tout et tout pour multiplier les agences et comme ça, nos jeunes diplômés qui traînent là, on peut toutefois les engager. La Fructueuse s'est fixé plusieurs objectifs. Des objectifs bien définis pour l'épanouissement financier de ses membres. Aujourd'hui, la COPEC, la Fructueuse, a fait des innovations. Innovation dans le sens de la digitalisation. Depuis votre maison, vous pouvez faire des opérations, faire des retraits, faire des dépôts et d'autres activités encore. COPEC, la Fructueuse, c'est une institution comme les autres institutions, née par le regroupement des jeunes diplômés et qui n'ont rien sous la main et qui ont décidé de créer une institution qui serait la leur pour s'autosuffire et s'auto-employer. La coopérative d'épargne et de crédit La Fructueuse a vu le jour en 2002. Pour être plus proche de ses membres, elle dispose de 7 agences à Lomé, notamment à Bekota, à Damavo, Bougan Agodeke, Hejranawi Sagboville, Agoué, Djagblé et à Didogomé à Sieye. La congrégation chrétienne du Togo et d'autres confessions religieuses témoignent leur gratitude à Dieu pour sa protection durant la période de Covid-19. Et c'est à travers prières, adoration et louanges. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur vie dans le moment de pandémie là. We came to thank God for keeping us alive. Nous sommes toujours en vie. Pour ça, nous lui témoignons notre gratitude. Kept us alive so far. We are grateful to. Ces fidèles chrétiens ont prié pour la paix, la sécurité et le vivre ensemble au Togo. L'idée qui a sous-tendu la rencontre du jour, c'est le remerciement d'abord à l'Éternel pour le fait qu'il a protégé la nation togolaise, le chef de l'État, Madame la Première ministre, la chef du gouvernement et toutes les autorités spirituelles comme charnelles. Lorsque cette maladie, cette pandémie du siècle était arrivée, ça n'a épargné personne. Mais l'Éternel, Dieu a fait grâce à la nation togolaise. Nous avons vu qu'il y a, certes, il y a eu des cas rares, mais ça n'a pas attaqué la nation togolaise comme ça. On a eu écho sur les médias dans d'autres nations. C'est pour ça qu'on a fait appel à toute cette communauté, tous ces peuples du sud au nord, de Saint-Cassia à Lomé, pour que tous ensemble, nous remercions l'Éternel Dieu. Et comme tous ont remarqué vraiment la grandeur de l'Éternel, au travers de cette pandémie, tous ont répondu. C'est pourquoi vous avez vu que vraiment il y a eu une mosaïque de peuples et de langues dans la salle. That is why you see these people in the meeting. Aussi, ont-ils imploré le ciel pour la protection des fils et filles du Togo contre les forces du mal, le terrorisme en l'occurrence.